Cet article du très influent Military Strategy Magazine, son auteur, l'universitaire David Betts, alerte sur un scénario inquiétant. La guerre civile pourrait devenir probable en France et en Grande-Bretagne dans les prochaines années. Il estime que les fractures sociales, économiques et politiques actuelles fragilisent gravement la cohésion nationale. Il parle de villes ingouvernables, de sabotage d'infrastructures et d'un effondrement progressif de l'ordre public. Le risque statistique est évalué à 4% par an, soit près de 20% sur 5 ans, ce qui signifie que ce scénario longtemps jugé improbable doit désormais être pris au sérieux. David Betts appelle à cesser de nier cette réalité et à préparer des réponses adaptées. Une alerte qui invite à réfléchir sérieusement à la stabilité sociale en France et au Royaume-Uni. Et pour en parler, nous avons avec nous en studio William Tay, politologue et président du think tank Le Millénaire. Bonjour William Tay. Bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Europe 1. Comment vous expliquez qu'un scénario de guerre civile soit aujourd'hui envisagé pour des pays comme la France et la Grande-Bretagne ? Ce qui était impossible devient improbable, voire peut-être de plus en plus probable pour différentes raisons. En fait, ce que donne l'auteur, c'est qu'il donne 4-5 raisons qui font que c'est possible. La première, c'est qu'il y a une fracture culturelle. 2, il y a une stagnation économique. 3, il y a une perte de confiance dans les institutions. Et 4, il y a un excès d'influence des élites. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, 42% des Français ont peur d'un risque de guerre culturelle. Donc, c'est-à-dire qu'au moins les Français ont peur. Et c'est alimenté par plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a quand même eu des émeutes de grande importance en 2005, et des émeutes en 2023. Et en fait, ces émeutes, quand même, ont montré une sorte de prophétie qu'avait réalisé l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui était que aujourd'hui nous vivons côte à côte et peut-être que demain nous vivrons face à face. Et quand vous regardez l'hypothèse d'une guerre civile, en fait, il y a à peu près 2 termes. Il y a un terme de science politique qui est un conflit entre 2 peuples au sein d'un même pays pour aboutir à la conquête d'un pouvoir. C'est ce qui s'est passé en France avec la guerre d'indépendance d'Algérie et c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on est sur ce scénario-là directement ? Non. Par contre, est-ce qu'on peut avoir des conflits très forts entre un peuple majoritaire ou un État avec différentes parties de la population qui feraient sécession contre l'État central, ou en tout cas qui attaqueraient la légitimité de l'État français à conserver le monopole légitime de violence? Moi, je pense qu'il ne faut pas l'exclure pour différentes raisons. La première, c'est que vous avez des gens qui se disent qu'importe ce que l'État fait, c'est pas grave. De toute façon, l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts. Donc, si on est fort contre l'État, si on attaque l'État régulièrement, de toute façon, on subira quasiment rien. C'est à peu près des associations qui sont dites écologistes, que l'ancien ministre de l'Intérieur Darmanin disait écoterroristes, qui n'hésitent pas à attaquer des infrastructures énergétiques, qui n'hésitent pas à attaquer des commerces, qui n'hésitent pas à attaquer des propriétaires agricoles, qui sont pourtant considérés comme des outils indispensables à la souveraineté nationale parce que ça permet de nous nourrir et ça nous permet d'avoir de l'électricité et avoir de l'énergie. Donc sans ça, vous pouvez pas faire fonctionner un pays. Vous avez ensuite après le premier problème, je pense, qui est le narcotrafic ou ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, auquel vous avez dans le territoire français des gens qui appliquent pas la loi française, en fait. C'est-à-dire, dans plusieurs quartiers de la République, vous avez des gens qui appliquent un système qui est parallèle au système au système républicain, qui ont leur propre code, qui ont leurs propres valeurs, et qui considèrent que la loi de la République, c'est pas la loi la plus importante. Ce qui est plus important, c'est la loi du grand frère ou la loi des caïds. Donc, on a aussi les fractures sociales, les inégalités, la crise politique et peut-être autre chose aussi qui Oui, influence. En fait, ce qu'il donne, c'est qu'il donne différents motifs qui pourraient aboutir à une guerre civile. En fait, quand vous regardez historiquement en France, parce qu'il compare le Royaume-Uni et la France, c'est pas totalement exact parce que nos motifs de guerre civile sont pas les mêmes. Au Royaume-Uni, historiquement, la guerre civile s'est toujours produite soit pour des guerres de religion entre les catholiques et les protestants, ou sinon une guerre contre le pouvoir central. Nous, c'est un peu différent. Nous, les guerres se sont battues, en fait, du bas contre le haut. Ça veut dire soit une province qui était opprimée, une province qui se révolte contre le pouvoir central, soit en fait sur des questions d'égalité. C'est ce que disait Tocqueville. On a une passion pour l'égalité, donc potentiellement, lorsque une partie de la population s'estime lésée par rapport à d'autres, et en fait, on peut aboutir à une révolution. C'est ça qui aboutit à la Révolution française avec un tiers-État qui paye plus d'impôts que la noblesse et le clergé. On a l'impression qu'une étincelle peut tout embraser. En fait. Une étincelle peut tout embraser. C'est pour ça que, en fait, quand il parle de guerre civile, les gens peuvent se dire c'est pas probable, mais par contre, est-ce qu'il peut y avoir des révoltes très très fortes, gilets jaunes puissance 100, révolte fiscale ou sécession, ou en tout cas émeute très forte? Moi, je pense qu'il faut pas l'exclure. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs ingrédients qui font qu'en France, c'est possible. Je parlais des territoires perdus de la République tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas exclure que, par exemple, petit à petit, des systèmes parallèles qui considèrent qu'en fait, il vaut mieux vivre sous la loi de GTA que sous la loi de la République française, avec des gens qui se disent, de toute façon, on grandit sous le système, et qu'en fait, est-ce qu'il vaut mieux faire l'école méritocratique, ou est-ce qu'il vaut mieux faire le parcours du dealer, ou le parcours du narcotrafiquant éventuel, faire des rodéos, faire des trafics de drogue, etc., pour monter dans la société parallèle à la société française? Je pense que c'est possible. Et au bout d'un moment, quand ça touche de plus en plus de villes, ça fait quand même un système à minima de partition, ou système de sécession. Ensuite, après, sur des révoltes profondes, il y a quand même un problème en France qui est historique, c'est la révolte fiscale. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, la France
France s'est pas rebellée, mais en tout cas a posé des problèmes à l'État central sur des révoltes fiscales. Dernièrement, la crise des Gilets jaunes, c'est juste une affaire de taxes. C'est-à-dire que le gouvernement Macron décide en fait de dire que les Français de province n'ont rien compris à la vie et donc il faut les taxer sur le carburant pour qu'ils puissent faire plus vite la transition écologique. Ils ont dit on veut pas de cette loi au président de la République. Il leur a expliqué qu'il fallait venir le chercher. Ils sont venus le chercher et ça a créé quasiment un pouvoir en situation délicate pendant au moins un mois. Il faut quand même dire que le pouvoir central avait quand même beaucoup de difficultés. Donc en fait, vous avez plusieurs ingrédients qui font que c'est possible. Mais là maintenant, je pense que les deux points qui posent problème, c'est d'une part qu'en fait, les Français votent pour des lois ou votent pour des représentants qui n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire que vous prenez un truc très simple. Le Parti socialiste a fait environ 1% à la dernière élection présidentielle, mais il contrôle directement ou indirectement le Conseil constitutionnel parce que Richard Ferrand est président du Conseil constitutionnel et c'est un ancien socialiste. Il contrôle le Conseil d'État parce que le premier vice-président du Conseil d'État est un ancien socialiste et que le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, est un ancien socialiste. Et donc, on a vu dernièrement, à travers la loi du plomb ou ce qu'on appelle la loi philippine, qu'en fait, le Conseil constitutionnel peut censurer des lois avec des motifs qui sont plus ou moins fondés sur une base juridique. Mais quand vous avez un peuple qui vote à chaque reprise pour des lois ou qui votent pour des représentants qui n'ont pas de pouvoir, ils se disent que peut-être que la démocratie ne fonctionne pas si bien que ça. Et d'ailleurs, c'est une enquête du Cevipof qui montre que à peu près 45% des Français sont pour un régime autoritaire, en tout cas un régime avec un président qui soit avec un pouvoir très fort, et qui pensent qu'en fait les représentants politiques comme le président de la République, les députés ne servent quasiment à rien, en tout cas ne respectent pas la volonté des Français. Et après, le deuxième risque que je vois, au-delà des risques entre guillemets de captation de souveraineté, c'est la confiance dans la justice. Oui. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des gens qui... En fait, il y a une justice à peu près qui est vue par les Français, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, qui est vue par les Français comme inégale. Ça veut dire qu'en fait, vous respectez les lois. Ça veut dire que, par exemple, le meilleur exemple, c'était l'exemple du Covid. Si vous mettez le masque en dessous, un pied en dessous le nez, vous allez vous prendre une grande amende. Et des gens, dans certains territoires, peuvent commettre des crimes, des délits, des viols, etc. et ont des peines qui ne sont pas forcément proportionnées aux actes qu'ils ont commis. Et donc, de plus en plus de Français se disent que peut-être qu'il faut se faire justice soi-même. On voit bien qu'il y a un développement dans certaines régions du pays auquel on voit des commerçants qui s'arment pour se faire justice eux-mêmes, des gens qui décident de se protéger en cas de cambriolage. Et donc tout ça crée de plus en plus un climat à minima insurrectionnel à l'aube d'une guerre civile. Et les tensions ne sont pas que sociales, elles ont aussi une dimension politique importante, comme vous le disiez. Quelle responsabilité ont les institutions politiques dans la gestion, ou du moins la mauvaise gestion des tensions ? Moi, je pense que en fait, il y a une accumulation. Ça veut dire que depuis une quarantaine d'années, les pouvoirs publics, en fait, ont pas forcément bien géré. Il y a un exemple qui est marquant, c'est-à-dire que lorsque l'auteur dit qu'il y a un risque que la stagnation économique alimente la guerre civile, il y a un chiffre que je prends et qui marque souvent, c'est que avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, donc quand Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, la France avait la même production de richesse par habitant que l'Allemagne et les États-Unis, à peu près 12 000 $ par tête. Depuis l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, et donc en 2023, la France produit 46 000 $ par tête, un Allemand 56 000 et un Américain 80 000, avec un Américain qui gagne 4 000 $ en salaire moyen, 4 500 $ pour être exact, alors que le 10% de Français les plus riches gagnent 4 000 €. Donc ça veut dire que vous avez un sentiment de déclassement qui fait que les gens se disent, est-ce que ça vaut le coup de respecter les règles alors que actuellement on peut pas gagner correctement notre vie. Donc ça, c'est le premier risque qu'on voit. Sur le deuxième point que je vois et qui est alimenté par la présidence d'Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron et les macronistes ont érigé une culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous commettez un acte, vous n'avez pas de conséquences. Lorsque l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait que le Stade de France posait problème, c'est le sous-préfet de Seine-Saint-Denis qui s'est fait virer. Lorsqu'Elisabeth Borne, qui était quand même ancienne ministre de l'Énergie et de l'Environnement, a fermé Fessenheim, comme première ministre, elle expliquait que le parc nucléaire était pas si bien que ça, et donc forcément on allait faire de la sobriété énergétique. Et donc c'était un peu, faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, et que surtout tous les actes qu'on fait n'ont aucune conséquence. Donc ils ont créé une culture, d'impunité, en disant on peut faire ce qu'on veut et c'est pas grave, et deux, une culture d'irresponsabilité, ce qui a forcément de l'impact sur les plus jeunes ou les moins jeunes, qui se disent on peut faire ce qu'on veut, de toute façon on n'aura aucune conséquence à nos actes. Regardez, le président de la République peut faire ce qu'il veut, le Premier ministre peut faire ce qu'il veut, ou les ministres peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'auront aucune conséquence, nous on n'aura pas forcément plus. Restez avec nous William Tay, on marque une pause, il est 11h57. Mais d'abord, beaucoup plus sérieusement, on continue de parler de cet article du très influent magazine Military Strategy qui fait froid dans le dos. La guerre civile en France et en Grande-Bretagne serait désormais probable. William Tay, la notion même de guerre civile est très lourde de sens. Comment la définir précisément dans notre contexte actuel ? Alors une guerre civile, d'un point de vue science politique, c'est lorsque
deux catégories de population qui sont supposées en tout cas représenter à peu près entre 30 et 50% de la population se battent soit pour exterminer l'autre, soit pour conquérir le pouvoir. Mais il y a un objectif de domination dans le clair but, en fait, d'asseoir ses lois, d'asseoir ses mœurs et d'asseoir sa domination politique. C'est ce qui s'est passé en France pendant la Seconde Guerre mondiale entre la France des résistants et la France de Vichy. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance en Algérie. Et ça s'est passé également pour les guerres de religion qu'on a connues lors de l'Ancien Régime. Et en fait, à chaque fois, ça aboutit notamment sur une volonté de domination. La question qui est posée, en fait, d'un point de vue, il faut distinguer deux choses. C'est d'un point de vue science politique pure, est-ce qu'il y a une guerre civile? Par contre, ensuite, après, est-ce qu'il y a des frémissements de guerre civile, ou est-ce qu'il peut y avoir, à plus ou moins long terme, une hypothèse de guerre civile? Il faut regarder quels sont les marqueurs, ou en tout cas les peuples, en tout cas en France, qui voudraient imposer leur loi aux autres. Dans ce cas-là, vous pouvez en démontrer plusieurs. La première, je pense qu'il ne faut pas exclure, c'est notamment la sécession religieuse. C'est-à-dire qu'on a quand même connu en France des guerres de religion, et notamment des guerres culturelles, qui fait qu'ensuite un peuple veut imposer sa volonté à un autre peuple. C'est-à-dire que la France, c'est les Francs qui débarquent sur le territoire des Gaules, etc. Donc on est dans ce climat actuellement. Je pense qu'il ne faut pas l'exclure, parce qu'en fait, on comparerait ça aux États-Unis, mais je vais revenir après. C'est-à-dire qu'en France, vous avez un sondage notamment qui est intéressant, c'est qui considère que les personnes âgées de confession musulmane n'ont pas forcément les mêmes priori par rapport à la religion que les plus jeunes. Avec un point qui est très sensible, c'est que 57 à 60% des jeunes musulmans, enfin des jeunes Français de confession musulmane, considèrent que la loi de la charia est plus importante que la loi de la République. Donc, c'est-à-dire que pour une part importante de la population, il est plus important de respecter les lois religieuses que la loi française. Or, vous avez un problème en France, c'est qu'en France, lorsqu'une religion a voulu faire ça, notamment la religion catholique, on a appliqué la loi de 1905, on a fait la Révolution française, on va pas parler de ce qui s'est passé en Vendée, mais en tout cas, les actes anti-chrétiens de la République contre la religion chrétienne ou les représentants de la religion chrétienne ont été très forts. Donc la question qui se pose pour l'État français, c'est est-ce que l'État français veut conserver son monopole, veut conserver son principe de laïcité? Et si c'est le cas, vous aurez inévitablement un affrontement à venir entre des gens qui considèrent que la loi la plus importante, c'est la loi de la charia, et de l'autre côté, des tenants républicains et des tenants laïcards qui vont dire que la loi la plus importante, c'est la loi de la République, la loi de la République française et la laïcité. Donc là, vous avez une forte tension et vous aurez un risque, en tout cas à minima d'affrontement. Si c'est pas un affrontement, c'est une partition avec d'un côté des gens qui vont vivre d'un côté et de l'autre qui vont vivre de l'autre. C'est ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, dominés par les lois des caïds et les lois des grands frères. Le deuxième risque que je vois, et ça on a eu la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire que la polarisation politique fait qu'en fait, vous avez des conflits qui sont de plus en plus importants. Aujourd'hui, quand vous regardez le système américain, à l'époque, vous aviez ce qu'on appelle les lois bipartisanes qui étaient adoptées à la fois par les démocrates et à la fois par les républicains. Là, aujourd'hui, vous en avez quasiment de moins en moins parce que les affrontements entre les républicains et les démocrates sont d'autant plus importants que ce sont deux peuples qui vivent parallèlement. Les républicains, d'un côté, regardent leur propre système d'information et les gens de gauche regardent leur propre système d'information. En France, petit à petit, on se dirige dessus, avec des gens de gauche qui considèrent que tout ce qui est des médias qui colleraient un peu à la droite n'ont même pas le droit d'exister. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'Arcom ou utilisent d'autres moyens de pression pour supprimer ou pour interdire des chaînes. Ça veut dire qu'en fait, ils interdisent le droit à des personnes, d'exister et de penser, en imposant une forme de totalitarisme de pensée, et de l'autre, des gens qui ne veulent pas vivre avec ces gens-là. Et donc, à minima, de la même façon, soit vous aurez un affrontement très violent qui peut passer soit dans le cadre démocratique, mais ça suppose que les gens ont confiance dans les élections et ont confiance dans les institutions comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, ce qui est de moins en moins le cas. Soit vous avez un risque d'affrontement qui peut exister avec notamment des interdictions de manifester. Ça veut dire que vous n'avez pas possibilité aujourd'hui, avec certaines gens, de pouvoir exister dans certaines places avec des lieux qui sont considérés comme des forteresses en disant ici c'est un territoire dit antifasciste avec quelqu'un qui s'est fait agresser dernièrement, ou des places considérées comme places de la République sont des places de gauche auxquelles des gens de droite n'ont pas le droit de mettre les pieds. Donc ça, vous avez un risque d'affrontement et de polarisation politique qui est très fort, qui peut mener comme ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire que certes, ça reposait sur un événement qui était la mort de George Floyd aux États-Unis, mais ça a quand même donné Black Lives Matter, ce qui est quand même un affrontement entre gauche et droite, entre républicains et démocrates. Et il ne faut pas exclure en France qu'un petit événement comme ça puisse provoquer un affrontement très fort. Et on se souvient de l'affaire Naël. L'affaire Naël, par exemple, qui a provoqué, comme vous l'avez bien rappelé, un affrontement entre une France qui soutenait le policier, qui a quand même engendré une cagnotte, donc il avait un certain soutien populaire et un certain soutien dans l'opinion, et de l'autre, une France qui soutenait Naël et qui était répartie soit à minima en deux, soit à 2 tiers et contre 1 tiers. Donc selon vous, si je comprends bien, un scénario de guerre civile, ça resterait plutôt des violences localisées plutôt qu'un effondrement généralisé? En fait, le point que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a 2 zones d'affrontement,
En fait, pour qu'il y ait une guerre civile, il faut qu'il y ait deux personnes, il y a deux camps qui fassent la guerre. Or, j'ai l'impression quand même que, par exemple, si je reprends mon exemple sur la question des mœurs et la question de la loi religieuse qui est plus important que la loi de la République, j'ai l'impression qu'en fait, le côté républicain a cédé et a capitulé par rapport à ce qu'il considère comme un constat inexorable. C'est-à-dire que si on a des territoires perdus de la République, ça veut dire que vous avez la République qui est partie, vous avez des gens qui fuient. Et quand on regarde ces territoires, le meilleur exemple, c'est Sarcelles, vous avez les Français de confession juive qui ont fui Sarcelles, ou en tout cas, vous avez très peu de personnes de confession juive qui habitent soit à Sarcelles, soit qui habitent en Seine-Saint-Denis, soit vous avez des Français qui fuient ces territoires, ou sinon, vous avez le meilleur exemple, c'est dans l'école publique, dans ce qu'on appelle les ZEP et les REP, vous avez des Français qui fuient ces écoles-là parce qu'ils considèrent qu'on peut pas vivre avec ces gens. Donc en fait, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de guerre civile, c'est pour ça que moi, j'y crois pas trop, parce qu'en fait, c'est plutôt des gens qui fuient, et qui plutôt que de vouloir faire un affrontement. Ou par contre, où je vois des zones d'affrontement possibles, c'est non pas entre deux peuples, mais c'est un peuple contre l'État central, notamment dans le cadre d'une révolte, avec soit des révoltes fiscales, soit des révoltes sur la question de la justice, avec quelque chose d'impersonnifié qui est plutôt une agglomération des luttes contre un pouvoir central qui est en déliquescence. On va voir ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1. On a beaucoup d'appels au standard. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bienvenue Thierry, vous nous appelez d'où ? Oui, je vous appelle de pas très loin de Toulouse, une trentaine de kilomètres de Toulouse. D'accord. Selon vous, ce risque de guerre civile, c'est réel, exagéré, improbable ? Alors, peut-être que pas forcément aller jusqu'à la guerre civile, mais on peut voir partout que les Français n'en peuvent plus. On sait très bien que M. Bayrou va dégager fin septembre. C'est pour ça qu'il fait n'importe quoi avec les jours fériés. Vous notamment. Le savez, vous êtes au courant. Je pense que c'est inéluctable. On sait très bien que là, les Français, puis tout ce que je vais dire va dans ce sens, dans le sens où cette fameuse appel du 10 septembre prochain va dans ce sens. Les Français en peuvent plus, se sentent pas écoutés. On a le sentiment que le pays n'est plus gouverné, qu'il est totalement à la dérive. Il y a une injustice terrible actuellement, fiscalement parlant, sécuritairement parlant. Les prix sont au plus haut. Les Français peuvent plus payer. Beaucoup sont en rouge sur leur compte bancaire. Voilà, puis regardez ce qui se passe autour de nous. On le voit, Emmanuel Macron est raillé dans le monde entier. Il n'est plus crédible. 85% des Français ne souhaitent qu'il parte tout de suite. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'entends. Et puis il y a des injustices. Moi, quand je vois, par exemple, ce qui m'a choqué dernièrement, c'est l'enquête d'Olivier Marleix. Une pendaison semi-complète, nous dit le procureur de la République. Ça ressemble à l'affaire Boulin. L'enquête est en cours, on précise. Je le précise, d'accord, mais c'est bien l'ami de M. Bruno Retailleau. Que fait-il pour faire la transparence ? Il doit y avoir une transparence totale sur cette affaire. On a vraiment l'impression qu'il y a un problème. Donc, il doit être dans la retenue aussi, le ministre, quand même. Oui, mais il doit quand même agir. Il y a un problème. Les Français sentent qu'il y a un problème sur cette affaire. Et puis, je le dis au RN, à la gauche, pour l'instant, qui est opposé à la destitution d'Emmanuel Macron ? Les Français n'en peuvent plus. Emmanuel Macron doit partir. Pas dans 2 ans, mais maintenant. C'est comme ça, les Français ne veulent plus, ils n'en veulent plus. Donc, que faire ? Emmanuel Macron ne veut pas partir. Le seul moyen, c'est que tous les partis politiques disent maintenant, ça suffit. Merci. On ne peut pas attendre 2 ans. Merci beaucoup Thierry pour votre témoignage. Justine est assez d'accord avec vous. Bonjour Justine. Bonjour. Vous nous appelez d'où Justine ? Des Ardennes. Alors on vous écoute. Effectivement, moi je rejoins un petit peu l'opinion de votre auditeur précédent, sauf que moi je rajouterais que pour moi, si la guerre civile, on y arrive dans le sens où il y a une époque, effectivement, où je rejoins la personne qui intervenait auparavant à l'antenne, où les Français fuyaient, où il y avait comme un exode, on va dire, républicain, parce que les gens voulaient se protéger eux-mêmes, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau de la vie, enfin, du cadre social dans lequel ils évoluaient. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on a quand même un regain, et j'en fais partie, un regain républicain où les gens, effectivement, n'en peuvent plus et il y a un sursaut qui va se mettre en place. Je ne souhaite pas la guerre civile, attention, parce que ça va impliquer énormément de choses négatives.
Mais là, on y est, on a une fracture de classe, on a une fracture également entre l'État et le peuple, on a une fracture au niveau également au niveau religieux. Enfin, le pays est fracturé de partout, et la seule personne qui est à la tête de cet État, c'est Monsieur Macron. Et je pense effectivement que la seule possibilité qu'on a, nous, de pouvoir s'en sortir, c'est que le président admette qu'il doit partir de la tête de l'État, et qu'on a une refonte des institutions totale, une refonte également au niveau de la justice, parce que comme vous l'aviez énoncé précédemment, le Conseil constitutionnel n'est pas du tout, on a l'impression vraiment qu'on a une polarité de la France, et on n'écoute pas du tout le peuple français, et c'est là malheureusement où ça peut conduire effectivement à une lutte des classes, à une guerre civile. Alors, comment ça se traduit selon vous, Justine, ce sursaut? Vous employez le terme de sursaut? Mais par exemple, je vais reprendre. Moi, j'écoute assez relativement souvent les médias, et là, par exemple, j'écoute relativement souvent CNews, et je vois par le biais de l'arrêt de la chaîne C8 où effectivement la chaîne s'est malheureusement arrêtée malgré la pétition qu'il y a eu, et j'ai l'impression que cet arrêt d'une chaîne pour l'arrêt d'une liberté d'expression a permis aussi par exemple à CNews de pouvoir élever à la tête, je sais pas comment expliquer, mais à la tête du débat cette liberté d'expression, et leur permet actuellement de pouvoir dire tout haut ce que nous on pense tout bas. Et je pense que même au niveau médiatique, au niveau même politique, je vois Monsieur Retailleau qui aussi va à l'encontre de ce qui se passe au niveau de la tête de l'État. On a quand même un sursaut républicain où, que ce soit sur le plan politique ou médiatique, on a des gens qui commencent à dire une prise de conscience. Voilà, tout à fait, merci. Et je pense que ça, les Français en ont besoin, parce que moi, dans mon cas, avec mon mari, nous sommes artisans. Très honnêtement, voilà, on n'a pas le temps d'aller faire grève, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour tout ça. On veut juste protéger nos enfants. Et c'est vrai que la lutte dans la rue, c'est pas quelque chose qui nous intéresse, parce qu'on n'est pas de ce modèle-là. Mais effectivement, moi, je parle par exemple il y a un appel pour un arrêt de la France au 10 septembre. Très honnêtement, je pense que j'y participerai, parce que c'est la seule façon, on va dire, la plus pacifique qu'on a pour s'exprimer sur ce qui se passe actuellement, sans être dans la violence, sans être dans la casse, sans être dans tout ça. Il faut qu'il y ait un sursaut. Je pense qu'il est en train de se faire. Sauf que voilà, je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui ne veulent pas le faire, ni par la rue, ni par la casse, ni par la violence, qui veulent juste exprimer que là, il y en a marre. Mais vous pensez que ça va être explosif à la rentrée? Je pense, oui. Déjà, voilà, on va attaquer sur le budget. On voit bien également qu'on a des gros problèmes au niveau du maintien de l'immigration, que c'est vraiment explosif au niveau du gouvernement sur ce plan-là. Et je pense que beaucoup de gens attendent la dissolution de l'Assemblée pour justement espérer une destitution du président de la République. Je pense effectivement que c'est des choses que j'entends assez couramment autour de moi, où on se dit trois dissolutions d'Assemblée nationale. Il y a un moment donné où peut-être le chef de l'État va prendre ses responsabilités et va partir. Une destitution du président Macron, ça, pour vous, ça contribuerait à apaiser les tensions? Je pense, parce que il faut de toute façon que la nappe soit renversée. Il faut de tout remettre. Il faut vraiment que les Français soient au cœur du débat, et le cadre de vie des Français soit au cœur du débat. Et ce n'est plus le cas. On a vraiment un État qui dirige en hauteur, et on a des Français qui sont qui ne sont plus écoutés. Et il faut vraiment qu'on en vienne à renverser la table. Et la seule façon de pouvoir faire ça serait que le président Macron admette, parce que c'est vrai que moi j'en ai marre de voir ce parti qui dit on a bien fait, on a descendu le chômage, et oui il y a ça mais on a fait ça de bien, oui il y a ça mais on a fait ça de bien. Il faut qu'ils se rendent compte dans l'état dans lequel est la France. On n'a plus de services de santé corrects, l'éducation nationale, les professeurs s'en vont les uns derrière les autres. Il y a un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, et je trouve que ça serait même une force de la part du président et du gouvernement d'admettre qu'effectivement, ils ont essayé. Je ne renie pas le fait qu'ils aient essayé de faire des choses, mais qu'ils ont échoué, qu'ils l'admettent, qu'ils fassent preuve de résilience. Et je trouve que ça serait même plutôt une force pour eux qu'une faiblesse d'admettre ses erreurs. Et Merci. Ça, je ne sais pas s'ils en sont capables. Merci beaucoup, Justine, pour votre témoignage. On va accueillir Ève à présent. Bonjour Ève. Bonjour. Vous êtes d'accord, vous aussi, avec Justine, Ève?
mais complètement avec Justine, complètement avec le débat, l'interview que vous étiez en train de faire. Je suis d'accord avec les auditeurs qui vous répondent. Je pense que, et où je suis complètement d'accord, c'est que je pense qu'il va y avoir 2 guerres civiles possibles. En effet, la guerre civile avec l'écrasement fiscal, avec toutes les injustices fiscales que nous subissons, et aussi une guerre civile par l'insécurité, par tout à l'heure votre invité disait très justement que il y a un peuple qui veut en écraser un autre. Alors aujourd'hui, ce sont pas les Francs. Ce ne sont pas non plus la dernière guerre, mais il faut appeler un chat, c'est l'islam qui est en train de vouloir complètement écraser. D'ailleurs, à ce sujet, moi j'ai quitté au départ le sud-est parce que au niveau de l'insécurité, ça devenait infernal, pour me réfugier en Dordogne, où on y est très bien. Nous sommes à la retraite, mon mari a 71 ans, il continue, il a repris une activité médicale, chirurgien dentiste, parce que nous sommes dans un désert médical et que ça lui tordait les boyaux de voir que rien n'était fait à ce niveau-là. On nous accuse, les retraités, d'être des retraités parasites, alors que nous sommes une génération où nous avons travaillé non pas 35 heures, mais plus souvent 70 heures, quelquefois plus, par semaine, où nous avons assumé nos parents et nos enfants, et que nous continuons à le faire et cette injustice-là, maintenant, ça déborde, on n'en peut plus. Mon comptable, la semaine dernière, m'a envoyé avant-hier, m'a envoyé un texte qui s'est, paraît-il, voté la semaine dernière, pour par tranche de retraite, on va être sucré de 5%, suivant les tranches, 10%, 15%, nous on va être sucré de 15%, alors qu'à 72 ans, on travaille toujours. Et ça contribue évidemment à augmenter encore plus les tensions. Et ça, la guerre civile, oui, en septembre, il va y avoir, ça va bouger. L'appel du 10 septembre va être, je pense, entendu de beaucoup de gens, mais pour les 2 raisons, à la fois fiscale, économique et de la société, parce qu'il y a une partie de la société qui nous fait la guerre. Merci, Ève. Voilà. Merci beaucoup. Il y aurait encore à dire beaucoup. Merci de nous avoir donné la parole, et c'est très bien que Europe 1 puisse laisser la parole à des gens qui se sont tus toute leur vie. Merci infiniment. C'est important pour nous. Merci beaucoup, Ève, d'avoir été avec nous, et William Tev, vous restez avec nous.